Bienvenue dans la deuxième vidéo du chapitre 9. Comme promis, nous continuons à créer le projet logiciel qui contrôle l'affichage. Commençons notre projet logiciel, que nous allons vous présenter à travers un programme préalablement créé. Parcourons-le ensemble et analysons-le afin que la prochaine fois, vous puissiez facilement réaliser un projet avec un affichage par vous-même. Chargez le projet exemple téléchargeable et ouvrez le fichier IOC. Dans l'onglet de configuration et d'attribution des broches, vous pouvez voir l'empreinte et les paramètres du microcontrôleur. Les broches SDA et SCL de l'I2C sont connectées aux broches PF0 et PFN, conformément au matériel associé à l'outil périphérique I2C. Le paramétrage du protocole de communication peut également être consulté en ouvrant le menu I2C, qui se présente comme suit. D'autres interfaces homme-machine font également partie du projet, dont certaines vous sont peu être déjà familières. Par exemple, nous avons inséré nos 3 boutons poussoirs, appelés boutons HMI 1, bouton HMI 2 et bouton HMI 3. Pour l'instant, ne modifiez pas le code. Restons sur la configuration d'origine. Naviguons vers la vue de l'explorateur de projet et voyons ce qui est nouveau par rapport à ce que nous connaissons jusqu'à présent. Dans les sous-dossiers Core Folders, Inc. et SRC, vous trouverez des fichiers liés aux écrans OLED, que nous allons maintenant examiner ensemble. Commençons par OldConf, H, qui contient la configuration utilisateur nécessaire pour utiliser notre écran. Nous pouvons contrôler l'écran en envoyant des commandes sur le bus I2C à l'aide de la fonction bien connue AL I2C memWrite. Cette fonction possède 2 paramètres dépendants du matériel. Le I2C handle, typedef, qui est un pointeur vers la structure I2C configurée, et une adresse sur 16 bits qui correspond à l'adresse du périphérique cible. Afin de rendre notre code modulaire, nous avons défini ces 2 paramètres à l'aide des 2 macros suivantes. Le pointeur fourni au port pointe vers la structure I2C générée qui se trouve dans le fichier main. C. L'adresse est 3C en hexadécimal, comme indiqué dans la fiche technique, et doit être décalée d'1 bit lors de la transmission. Je comprends que notre objectif, en tant que développeur logiciel, est d'écrire un code transparent et réutilisable, ce qui facilite l'interchangeabilité et l'intégration aisée des modules ou composants logiciels. Mais pourquoi cela rend-il notre code modulaire? Le code est modulaire dans le sens où, si nous utilisons les macros OLED, I2C, portes et OLED, I2CADR dans le reste du logiciel, nous pouvons gérer rapidement un éventuel changement matériel avec un minimum de programmation. Si par exemple, nous basculons notre écran vers l'I2C sur une autre broche du microcontrôleur, il suffit de modifier la valeur de la macro à la ligne 5 et le pilote OLED sera compatible avec la nouvelle configuration. Un autre exemple. Si nous changeons l'écran OLED et que son adresse change, il nous suffit de mettre à jour la macro à la ligne 6 et nous pourrons l'accueillir comme un habitué sur le bus. Un autre paramètre spécifique à l'affichage est la hauteur et la largeur de l'écran. Ces paramètres servent à calculer la taille du tableau utilisé pour mapper les points à l'écran. Nous pouvons décrire un pixel avec un seul bit, donc la taille totale de l'affichage peut être représentée par 892 bits, soit un 24 octets. Dans notre fichier de configuration, vous pouvez également voir que nous avons la possibilité de refléter l'affichage verticalement et horizontalement, ainsi que d'inverser ses couleurs. Nous pouvons activer ces options en supprimant les marques de commentaires du define, c'est-à-dire en effaçant les doubles barres obliques au début de la ligne. Les defines ici sont appelées directives de compilation, ce qui signifie qu'une partie du code source sera compilée en fonction de ces options. Vous verrez bientôt un exemple de leur utilisation. Ai-je raison de penser qu'afficher des lettres ne consiste pas simplement à dire à l'affichage ce que l'on veut qu'il fasse? Absolument. Cependant, utiliser la bibliothèque préparée n'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Voyons à quoi cela ressemble. Comme notre écran est graphique, nous devons contrôler les pixels un par un pour qu'ils soient noirs ou clairs. Si nous voulons afficher du texte sur l'écran, nous devons également indiquer un par un quel pixel activer pour un caractère donné. Pour cela, nous devons créer des jeux de caractères prédéfinis qui contiennent la représentation visuelle des lettres. Si nous voulons utiliser plusieurs tailles ou styles de police dans notre application, nous devons créer des jeux de police séparés pour chaque taille et chaque type. Actuellement, notre code prend en charge 4 tailles de police.
La plus petite fait 6 pixels de large et 8 pixels de haut. La plus grande fait 16 pixels de large et 26 pixels de haut. Dans le dernier extrait de code de notre fichier source, nous pouvons définir lequel des 4 jeux de caractères doit être disponible dans notre logiciel. Dans notre exemple, toutes ces tailles de police sont disponibles. Si vous n'avez pas besoin de l'une d'entre elles et souhaitez réduire la taille du code, nous pouvons la transformer en commentaire. En parlant de lettres, voyons à quoi ressemblent les différentes implémentations de jeux de caractères. Commençons par old_font h. Tout au début, vous pouvez voir que notre fichier old conf h est inséré, il est inclus. Après cela, une définition de structure appelée font def est présentée. C'est une structure que nous utilisons pour décrire nos caractères, qui comporte 3 éléments: la hauteur de la police, la largeur de la police et le pointeur vers la police. Vous pouvez voir l'utilisation de cette structure à partir de la ligne 403 dans le fichier OLED foncé. Un bloc avec une directive de compilation doit être interprété comme suit. Le fragment de code situé entre les directives de préprocesseur ifdef et endif est compilé dans le programme final si l'expression qui suit ifdef a été définie auparavant ou a une valeur logique de 1, c'est-à-dire qu'elle est vraie. Puisque OLED inclut font 6x8 comme défini dans OLED_conf_h et inclut dans ce fichier indirectement via OLED_font_h, la ligne 404 sera compilée dans notre programme. Cette ligne ne fait rien d'autre que créer une structure appelée font, 6x8, et lui attribuer une valeur initiale. Nous définissons la largeur et la hauteur selon le nom et spécifions un pointeur vers notre police. Déplacez le curseur sur font 6x8 à la ligne 404 et appuyez sur F3 pour accéder à la déclaration de font 6x8. Que voyons-nous ici? Premièrement, la directive de préprocesseur familière doit également être utilisée ici. Le font 6.8 est un tableau d'entier non signé de 16 bits. La police est constante, elle peut donc être déclarée comme constante. Elle est statique car nous ne voulons pas accéder à ce tableau depuis un autre fichier source. En examinant les éléments de notre tableau, nous pouvons voir que chaque ligne contient 8 données qui, ensemble, décrivent un caractère. Visualisons cela pour mieux comprendre. Chaque lettre a une largeur de 6 pixels et une hauteur de 8 pixels, soit 6 colonnes et 8 lignes. Les 8 données de chaque ligne de notre code décrivent les 8 lignes de notre caractère de haut en bas. À titre d'exemple, choisissons le caractère dièse qui correspond à la 8e ligne de notre code que nous vous avons montré précédemment. Le premier élément représente la première ligne, le deuxième élément, la deuxième ligne, et ainsi de suite. Les données sont sur 16 bits, mais seuls les 6 bits de poids fort sont nécessaires. Donc seuls ces 6 bits sont affichés dans la troisième colonne. Ces valeurs binaires doivent être affichées sur l'écran de gauche selon la technologie OLED, avec 0 correspondant au noir et 1 correspondant au blanc. Nous obtenons alors l'image suivante, qui est un dièse clair sur un fond noir. Nous savons maintenant ce que signifient les lignes, mais quelle est la base du tableau qui représente les caractères? L'ordre des caractères était basé sur la table de code ASCII, à l'exception des 32 premiers caractères et du dernier caractère qui n'était pas inclus dans l'ensemble de caractères. Pour mieux comprendre le grand tableau et interpréter les lignes, nous vous suggérons de mettre la vidéo en pause un instant. Cela vous permettra d'analyser attentivement les détails et de saisir pleinement les informations présentées. On peut aussi se demander pourquoi nous utilisons un tableau de 6 bits alors que seulement 6 bits suffiraient. Si nous regardons nos jeux de caractères, la plus grande taille de lettres est de 16 x 26 pixels. Afin de rendre nos jeux de caractères compatibles, nous avons choisi un type de données dans lequel toutes les tailles de police peuvent être représentées. Je pense que nous devrions revenir à la fin de notre fichier OLED_font H pour quelques mots supplémentaires. Le mot-clé externe indique au compilateur qu'il existe quelque part une variable appelée font6 x 8 de type fondef qui sera rencontrée lors de l'édition des liens, donc compilez-la pour nous. En fait, nous mettons font6, 8 à disposition de ceux qui incluent le fichier d'entête. Il nous reste 2 fichiers qui sont directement liés à l'écran OLED. Ces fichiers implémentent les fonctions que nous pouvons utiliser pour donner vie à notre écran. Interprétons chaque extrait de code ensemble en commençant à nouveau par l'intérieur de notre fichier d'entête comme précédemment.
Tout d'abord, nous incluons tout notre travail jusqu'à présent sous la forme de All-Font, H. Vous pouvez trouver la déclaration du port I-C définie précédemment pour orienter correctement le compilateur. Cela est suivi de quelques types d'énumération, ou enum en abrégé, qui rendent notre code plus compréhensible pour nous. Les énumérations créées sont les suivantes. Le premier composant est OLED Color. Le premier élément de celui-ci est Black, qui représente la couleur noire. Le deuxième élément est White, indiquant la couleur de la lumière. Ensuite vient le commutateur OLED. La position off du commutateur signifie qu'il est éteint, tandis que la position on signifie qu'il est allumé. Au moment de l'utilisation, vous verrez à quel point il est facile de coder et d'analyser le code grâce au type énuméré. La partie suivante est la définition de deux structures. Dans la première structure, nous trouvons les caractéristiques de l'écran OLED qui sont essentielles à son fonctionnement de base et correct. En partant du haut, les deux premiers éléments représentent le curseur virtuel de l'écran. Ceux-ci vous permettent de spécifier un point sur l'écran, par exemple lorsque vous souhaitez commencer à afficher du texte. Les éléments restants de la structure servent à garder une trace de divers réglages. Que ce soit la fonction d'inversion de l'affichage qui est active, que le processus d'initialisation ait été mené à bien ou que l'écran soit allumé. On pourrait véritablement dire qu'il est absolument indispensable de suivre attentivement tous ces éléments importants et cruciaux. Exactement. La structure de sommet OLED combinera les coordonnées pour une gestion plus facile. À la fin du fichier d'entête, on trouve la déclaration des fonctions qui sont disponibles en dehors du module. Dans ce cas, nous appelons module la partie du programme qui est logiquement cohérente. Les implémentations des fonctions listées ici se trouvent dans le fichier source. Alors passons à l'étude. Comme d'habitude, nous commençons par les inclusions, suivies des constantes définies par des macros, puis de quelques définitions de variables, et enfin des implémentations de fonctions. Deux variables importantes ont été introduites. La première est le SSDMI 306. Dans cette structure, nous pouvons stocker les états et paramètres actuels de l'affichage. La suivante est l'OLED Buffer. C'est ici que nous pouvons conserver une copie locale de notre affichage. Si vous voulez dessiner quelque chose, référez-vous à cette carte, puis envoyez-la à l'affichage. Au niveau de l'affichage, on peut considérer cela comme le fait de sauvegarder les données qui lui sont envoyées dans une mémoire RAM, qu'il affiche ensuite bit par bit. Et quels aspects avez-vous pris en compte lors de la conception de la structure du fichier source? Logiquement, nous avons structuré le fichier source de manière à placer au début les fonctions nécessaires au fonctionnement de base, qui sont essentielles pour que l'affichage fonctionne. Ces éléments essentiels sont les fonctions de communication qui permettent d'envoyer des commandes ou des données au module OLED. Que ce soit pour les cas OLEDWriteCommand ou OLEDWriteData, nous utilisons la fonction AL, I2C, memWrite pour la communication I2C, mais nous ne faisons que modifier ces paramètres d'entrée. En tant que port et adresse, les deux macros précédemment définis à cet effet sont attribués à OLED, I2C, porte et OLED, I2C, adresse. Le troisième paramètre est utilisé par l'affichage OLED pour distinguer entre commandes et données. Des informations à ce sujet sont fournies dans la fiche technique, section 8,2 commandes decoder. Les cinquième et sixième arguments, RINTREE, TP, Data et RINSIZE, TSIZE, sont également pertinents pour nous. Le premier est un pointeur vers les données à envoyer, et le second correspond à la taille des données à transmettre. Dans le cas d'une commande, il s'agit d'un code de commande d'un octet, qui peut être trouvé dans la fiche technique de l'écran. Lors de l'envoi de données, il faut spécifier l'adresse du tampon ainsi que la taille du paquet de données. Je comprends, mais regardons cela à travers un exemple concret. À quoi ressemble le processus, par exemple, lorsque vous envoyez une commande simple à l'écran? La fonction OLEDSetDisplay est utilisée pour allumer ou éteindre l'écran. Dans son corps, on peut voir que nous définissons le code de notre commande de sortie en fonction du paramètre d'entrée, marche ou arrêt. Nous mettons à jour l'état de l'écran dans la structure du registre, puis nous envoyons la commande définie. Comment pouvons-nous trouver les codes des commandes? Dans la fiche technique, les chapitres 9 et 10 contiennent les commandes et leur description. Par exemple, la commande marche-arrêt est décrite dans le premier tableau de commande du chapitre 9 et dans le chapitre 10,1.12. Notre fonction d'inversion de l'affichage a une structure très similaire. À l'usage, il peut être nécessaire de vérifier l'état d'inversion, ce que vous pouvez faire avec la fonction de requête. Pourquoi ne pas vérifier la structure SSD 1306 dans le programme principal?
parce que cette structure a été cachée du programme principal et n'est accessible qu'à travers ses fonctions. Cette solution améliore la modularité. C'est-à-dire que si l'intérieur de la bibliothèque OLED change, le programme principal ne sera pas affecté à condition que les interfaces du module restent inchangées. L'autre argument en faveur de la dissimulation de la structure est que la bibliothèque qui gère l'affichage doit suivre son propre état. Ses utilisateurs ne sont que des consommateurs de cette information. Pour revenir en arrière, nous pouvons également régler le contraste de notre écran en utilisant la fonction OLED Set Contrast. Vous pouvez positionner votre curseur sur n'importe quel pixel de l'écran en utilisant la fonction OLED Set Cursor. Nous pouvons régler la couleur de tout l'écran sur noir ou clair en utilisant la fonction OLED Fill. Si nous spécifions blanc comme paramètre d'entrée, nous devons régler chaque bit de la valeur de couleur A1, c'est A dire à FF. Si notre couleur d'entrée est le noir, alors la valeur de color value n'a pas besoin d'être modifiée, car sa valeur initiale est définie à 0. Ensuite, il suffit de parcourir le tampon de sortie et de le remplir avec color, value. Nous savons maintenant comment remplir le tableau de sortie avec une couleur particulière. Mais comment transmettre cela à l'écran? À cet effet, nous avons une fonction appelée OLED Update Screen, qui envoie le contenu du tampon bloc par bloc. Un bloc contient 8 lignes complètes d'affichage. Notre objectif final est d'utiliser l'écran, mais avant de pouvoir le faire, nous devons initialiser l'écran et créer des fonctions de dessin. Cependant, nous aborderons ces sujets dans la prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt.